Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Seconde émission à distance avec mes camarades au téléphone. Cette fois, on va vous parler du manga de cette fin d'année. Manga avec un grand M, car pour nous, ce titre est un incontournable. Et pourtant, il a dû passer sous le radar de certains d'entre vous, mais pas d'inquiétude, vous allez avoir le temps de l'acheter pour vous l'offrir et le mettre discretos sous le sapin à Noël. De quel titre s'agit-il ? Journey Beyond Heaven, c'est son nom. C'est parti, on en parle dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour et rebonjour, vous êtes en train d'écouter la 5e de couve et pour cette émission un peu spéciale, je vais avoir donc avec moi toute l'équipe à distance. Toujours pas en même temps parce que sinon on comprendrait rien et on va vous parler du titre qui nous a le plus intrigué, marqué et surpris à la fois en cette fin d'année, Journey Beyond Heaven. Je vous présente donc toute l'équipe avec ce qu'on appelle le tour des savas. On commence avec Robin qui est fin prêt. Comment ça va? Ça va et toi? En pleine forme moi aussi, tout comme Julie j'ai l'impression. Salut Maxime, comment ça va bien? Bah écoute, en pleine forme, on enregistre, on fait une nouvelle émission, là en 2 semaines c'est le feu, on est parti, là on veut plus s'arrêter maintenant. Ouais, confinement nous voilà, c'est ça. Et maintenant on a Johnny, salut à toi, comment ça va Joe? Hey, salut Max, ça va? Bah écoute, je suis en forme, j'espère que toi aussi. Bah ça va. Tu as bien... Tu m'as posé la question en premier et j'ai pas répondu, j'ai reposé par une question, mais bon, c'est la vie hein. C'est la vie, les gens font toujours ça de toute façon. C'est clair, ils répondent pas. Et on termine avec Cagnard, est-ce que toi aussi ça va? Bonjour Maximilien. Tu es en forme? Très bien. Il caille sa race de ouf. Mais du coup c'est trop cool parce que je passe mon temps sous la couette à mater des gros films d'horreur bien nuls. Ok, voilà. Très bien. Chacun vit son confinement comme il peut. Je suis content parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, j'ai pu dire que j'allais très bien. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, c'est sur Facebook. Vous êtes nombreux à arriver en ce moment, c'est chouette. Sur Twitter, n'hésitez pas à venir nous voir, on est la 5e de couve avec le hashtag 5DC, vous pouvez nous retrouver bien évidemment. Et puis n'oubliez pas de commenter, de mettre des petits pouces par-ci par-là sur YouTube par exemple, ou de nous mettre des étoiles sur les applis podcast ou sur iTunes, bien évidemment. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Journey Beyond Heaven, c'est quoi? C'est un manga prépublié dans le magazine Afternoon et nommé Tengoku Daimako en version originale, écrit et dessiné par Masakatsu Ishiguro et édité en France aux éditions Pika. C'est une histoire de science-fiction qui se passe, ou se passerait, dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme appelé le Grand Désastre. On y rencontre Maru et Kiruko, 2 adolescents, ou 2 jeunes adultes, on verra, qui errent dans ce monde qui est tel qu'ils l'ont toujours connu, c'est-à-dire à moitié ravagé. Leur objectif, c'est d'atteindre un lieu appelé paradis, mais pour ça, ils doivent survivre, puisque depuis le grand désastre, des monstres rôdent, et ces monstres, qu'est-ce qu'ils font? Ils dévorent les humains. Mais c'est pas tout pour l'histoire, car en parallèle, on a une autre timeline ou une histoire alternative, et on suit les activités d'un groupe d'enfants qui ont l'air de jouir d'une douce vie, bien qu'il n'ait pas le droit d'aller voir ce qu'est le monde extérieur. Mais est-ce que cet orphelinat, c'est ça, le paradis? Qui sont ces enfants? Quels sont les drôles de rêves que fait l'un de ces enfants? C'est quelques-unes des 1800 questions à peu près qu'on peut se poser en découvrant ce manga tout simplement génial. Enfin, génial, pas forcément, puisque je m'adresse à Johnny. Toi, Joe, t'as eu un problème avec ce titre, c'est que t'as pas réussi à le catégoriser, et ça t'a pas plu. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment un problème? Je sais pas, mais effectivement, moi en tout cas, quand j'ai lu le tome 1, j'arrive à la fin et alors je dis on, mais je dis quand on allume le tome 1, parce que honnêtement, le sentiment que j'ai eu, à mon avis, ça va être un ressenti général et je suis pas le seul qui va ressentir ça, c'est pas possible. Bref, en tout cas, quand j'ai lu le tome 1, je me suis dit à la fin, je sais pas ce que j'ai lu. Je sais pas si j'ai lu une histoire d'enfant, je sais pas si j'ai lu un manga d'évasion, je sais pas si j'ai lu un manga de science-fiction post-apocalyptique. Et franchement, j'ai assez de mal à qualifier ce titre. Et parce que tu sais, moi j'aime bien catégoriser, genre toi t'as un manga. Toi t'as envie d'être plus japonais qu'un japonais quoi. Bah je sais pas, mais les japonais s'ils catégorisent, c'est bien pour trouver un public spécial. Genre les mangas de sport, tu sais que c'est un manga de sport.
Il n'y a pas un manga de sport shonen Neketsu. Enfin, quoi que c'est un peu. Bah, si, le manga de sport oui, est à l'origine du shonen Neketsu, mais c'est pas grave. En tout cas, dans Journey Beyond Heaven, et ben, avec ce seul tome, je trouve qu'on peut pas vraiment dire. C'est un mélange de plein de genres, en très peu de pages, pourtant. Et c'est, pour moi, en tout cas, impossible à qualifier pour l'instant. Je ne sais pas ce que c'est que ce manga. Ça te fait penser à des trucs quand même, genre tu t'es dit il y a un petit côté Promise Neverland, il y a un petit côté comme ci, comme ça. Non mais bien sûr, c'est évident. De toute façon, dès le début, tu le sais que le mec il joue en fait sur le fait que Promise Neverland ait eu une popularité assez grande quand même avec ce début d'histoire, parce que le début de l'histoire de Journey Beyond Heaven, c'est la même chose que Promise Neverland. C'est des enfants qui sont enfermés dans un centre. Il leur fait même passer un test et tu te dis c'est vraiment limite un plagiat, et puis tout d'un coup bam tu changes. Et honnêtement non ça m'a fait penser à plein de trucs. T'es obligé de penser à Promise Neverland bien entendu, mais outre le manga, moi ça m'a fait penser au premier tome de La Tour Sombre de Stephen King. C'est un roman. Alors Stephen King il est connu pour l'horreur fantastique, genre ça ou Dreamcatcher, mais dans La Tour Sombre en fait c'est pas vraiment ça, en tout cas pas principalement. Et dans le premier tome de La Tour Sombre, au début, tu suis un pistolero qui est dans un western un peu, c'est un western vraiment, je sais pas, dans l'ancien temps, le cow-boy avec son pistolet, etc. Tout d'un coup, il va y avoir de la fantaisie parce qu'il y a de la magie, il poursuit un magicien, et tu te dis, mais on est dans un western, bon, d'accord. Et tout d'un coup, à la fin du tome 1, tu tombes dans de la science-fiction dystopique avec un monde parallèle. Et du coup, tu sais pas ce que tu viens de lire, parce que tu sais. Au début, tu pensais que c'était un western, après, il y a de la fantasy, et puis tout d'un coup, il y a de la science-fiction. Et c'est très surprenant. Franchement, à la fin du tome 1, je sais pas ce que je sais pas ce que j'ai lu. Honnêtement, c'est exactement le même sentiment que j'ai eu avec le tome 1 de Journey Beyond Heaven, c'est que je sais pas ce que j'ai lu, mais il y a un truc. Voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et t'as clairement envie de lire la suite. Et t'es pas le seul à vouloir comparer Journey Beyond Heaven avec du roman, puisque Robin, toi de ton côté, t'y vois une sorte de positionnement young adulte. Ouais, en fait, je dirais disons que la première chose que je me suis dit, c'était qu'on avait affaire à une espèce de chaînon manquant entre seinen et shonen, parce que c'est pas non plus du shonen up, tu vois, on est vraiment un entre-deux, on est pile entre les deux, je trouve. C'est un titre qui, par ses qualités, pourrait aussi bien prétendre succéder, tu vois, à un Promise Neverland qu'à un Dragonhead, tu vois, t'as un peu des effets, t'as un peu des éléments de chacun de ces types de mangas, quoi, qui sont dans des registres de lectorat très différents, quoi. Ouais, après, si on repense au magazine dans lequel il était prépublié, c'est l'Afternoon, c'est là où on a Vinland Saga, c'est du gros magazine seinen quand même, tu vois. Ouais, bien sûr, mais je pense que c'était blâme, tu vois, à une époque. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il est seinen comme l'Atelier des sorciers peut être seinen aussi, tu vois, un espèce de truc très à la frontière des genres, tu vois, et ce qui fait que dans la catégorisation actuelle, c'est seinen, mais je trouve qu'il est vraiment, il a un espèce de positionnement qui est très moderne, mais en même temps un peu bâtard, tu vois, puisqu'effectivement il est dans un entre-deux. Alors moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va plaire que à des espèces de lecteurs éclairés comme nous, tu vois, qui lisons énormément de mangas et qui du coup sommes très familiers avec les codes, et du coup on aime quand ça nous amène vers des espèces de territoires qu'on n'a jamais vus. Mais est-ce que ça risque pas finalement, si ça nous plaît qu'à nous, de pas plaire au large public, tu vois? C'est vraiment une question que je me pose. Ouais, mais alors du coup, tu parlais de position, enfin, tu m'as dit, ouais, je pense que c'est un peu young adulte. Du coup, ça l'est. Enfin, c'est quoi? On est dans un nouveau genre que le manga essaie de créer de plus en plus, puisque ça fait plusieurs fois que t'en parles. Ouais, ouais, parce qu'en fait, si tu prends l'histoire de la littérature young adulte, t'as l'exemple type, c'est Harry Potter. C'est que en fait Harry Potter quand il est arrivé, c'était pas une saga littéraire young adulte, puisque ça n'existait pas. En fait, c'est un segment littéraire qui s'est créé autour de l'offre, en fait. Et c'est vraiment une œuvre qui était dans un style qui avait jamais été vu avant, qui a créé un segment, tu vois. Et je me dis, est-ce qu'avec des titres comme ça en manga, qui est un segment qui n'existe pas encore vraiment, tu vois, le young adulte, il est un peu disons que nous on pense parce qu'on le seinen est une sorte de young adulte, tu vois, quelque part. Oui, c'est vrai, c'est du jeune adulte, mais en fait seinen c'est quand même plus adulte que young adulte. Si tu prends vraiment la catégorisation, c'est 12 35 ans ou 12 25 ans, tu vois, c'est vraiment, ça part de quand même assez jeune. Et disons que c'est un spectre d'âge très très large, quoi.
Ouais, mais par exemple, t'as plein de magazines, alors autres, hein, pas celui de journée, mais qui sont des magazines seinen et qui s'appellent Young quelque chose. Donc c'est peut-être qu'ils ils veulent aussi aller dans cet esprit. Je sais pas si c'est vraiment une vraie... un nouveau courant en fait, ou si c'est juste pas nous qui en ce moment avons envie de voir ça. Alors c'est fort possible, hein, mais je pense que, tu vois, justement, tu me dis, il s'appelle Young et tout, ça veut bien dire que ça les titille un peu, tu vois, ils ont un peu ce truc de... quand même, ce lectorat, on se rend compte que... parce que on sait, le manga et l'édition japonaise, elle est de moins en moins fermée sur elle-même, elle essaie un petit peu quand même de regarder ce qui se fait ailleurs, et je pense que les éditeurs japonais sont quand même un peu attentifs, et ils voient que ce segment, il existe ailleurs, donc ils se disent peut-être ça les titille un peu, et ils se disent... il y a peut-être un truc à jouer aussi chez nous, tu vois. Donc je sais pas. Après, c'est peut-être effectivement je me fais peut-être des idées. Hein. Après, non, je sais pas, t'as peut-être des exemples dans le tome 1, par exemple. On a aussi lu le tome 2, nous, avant sa sortie le mois prochain. T'as peut-être des exemples précis de choses qui t'ont dit, ah tiens, ça c'est peut-être un peu plus occidental ou un peu plus young adulte que ce que je connais du manga d'habitude. En fait, de toute façon, parce que Young Adult, j'en avais déjà parlé au moment de Promite, parce que pour moi, le côté récit d'enfermement avec, tu vois, orphelinat, machin, les mecs qui savent rien du monde extérieur et tout, et c'est très, branché au code de la littérature Young Adult, tu vois, les labyrinthes, ces trucs-là, ça marche même, ou même Métaux en France, tu vois, t'as des trucs c'est un type de récit qui fonctionne vachement bien pour cette cible-là, quoi. Donc c'est vrai que comme il y a ça dans Journée, mais qu'en même temps le dessin il est quand même assez seinen, tu vois, il a un truc, il a un trait que on en avait parlé, mais c'est que moi j'ai aussi une crainte, c'est que le dessin, quand je disais j'ai peur qu'il touche pas à l'âge public, j'ai peur que son dessin finalement les gens soient réfrénés par rapport à ça, parce que nous on l'aime bien le dessin parce qu'on voit qu'en fait il est utile pour ce qu'il a à dire, tu vois, mais est-ce que c'est pas un truc, tu vois, qui plaît que aux gens qui aiment bien ça, quoi, je sais pas. Et aux gens habitués à lire du manga. Shonen, le dessin, il est pas shonen, quoi. Non, après, en même temps, vous avez tous envie de parler du dessin et pour dire, parfois que justement il est utile et d'autres qu'il est plutôt inutile ou qui va faire fuir. Hein. Johnny, ça l'a fait fuir, lui, le dessin au début. Mais c'est vrai que sur le marché français, je sais pas, sur le marché français, c'est compliqué, ces titres-là sont compliqués. Pourtant, c'est une perle. C'est une vraie perle. Tu sais, il y a ce truc aussi en plus, c'est qu'il te pousse à chercher le mystère qu'il y a derrière. Toute cette partie, justement, young adult, mystère, que tu peux voir dans Labyrinthe, là, j'ai l'impression qu'elle a encore plus poussé, limite Da Vinci codienne, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu... c'est une des grosses forces du titre, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'en fait... le mystère se dévoile petit à petit et il fait beaucoup travailler ton imaginaire de lecteur, parce qu'en fait t'as peu d'infos qui arrivent petit à petit, et c'est vraiment à toi aussi je pense qu'il y a rien que dans les 2 tomes qu'on a lus, tu peux déjà imaginer plein de théories, tu vois, qui sont vraies ou pas, quoi, mais c'est assez fort, quoi, de faire ça. Et je pense que justement, comme tu disais, le young adult, le mystère, et puis combiné avec un espèce de truc initiatique sur, voilà, que ce soit partie orphelinat, les gamins qui essaient de comprendre le monde extérieur, et l'autre partie, la quête du gamin, quoi. C'est ce truc initiatique, c'est très aussi pour les jeunes adultes ou les ados, quoi. Johnny, est-ce que toi, avec le tome 2, parce que nous on a lu le tome 2, je le répète à chaque fois tout au long de l'émission, parce qu'il n'est pas encore sorti, on a eu la chance de le lire un mois avant sa sortie, justement dans le cadre de cette émission. T'as déjà plus d'indices ou pas, toi, avec le tome 2? Non, mais il y a énormément de choses dans le tome 1 qui se passent et qui posent beaucoup de questions. Dans le tome 2, je pensais avoir, je sais pas moi, peut-être la moitié des réponses, ou au moins des trucs un peu plus concrets. Mais honnêtement, on a peut-être 2 ou 3 réponses, mais maximum, mais ça reste flou. Et même avec le tome 2, c'est assez frustrant, parce que t'arrives à la fin du tome 2, tu fais je sais toujours pas ce que j'ai lu. Donc, on va continuer, hein. Mais sur les questions et sur les mystères, t'as des petits indices par-ci par-là. Faut regarder des chiffres sur des coins de page, des choses comme ça, quoi. Non, mais limite, en fait, il faut un bloc-notes à côté pour noter tout ce qu'ils se disent et tous les indices. C'est ce que j'ai fait. Elle a dit qu'elle avait 15 ans, ça se passe en 2034, parce qu'au tout début du tome 1, il y a vraiment 0 date, on est dans le flou total. Non, et ça se passe, ça dépend, non, il y a 2 présents, moi je pense que c'est 2 présents, mais... Oui, parce qu'en vrai, on sait pas.
Et c'est ça aussi le truc, c'est que c'est un peu mon deuxième point là-dessus, c'est que ce côté plusieurs timelines, plusieurs plans, plusieurs je sais pas quoi, plusieurs narrations. Moi, c'est plusieurs plans. On commence tout de suite avec l'histoire de gamins là, qui sont dans le centre, un peu à la Promise Neverland. On a ça sur 40-50 pages, et tout d'un coup, bam, on change de décor. On va dans le monde d'à côté, un peu post-apocalyptique, avec deux autres héros, dont un qui ressemble à un mec qui est dans le centre. Donc c'est aussi ça qui peut nous faire penser à ça. Et en fait, il alterne comme ça sur son tome 1. À un moment, il est dans le centre avec les enfants. À un autre moment, il est dans le monde post-apocalyptique. Et c'est vraiment, je sais pas, c'est sur 40-50 pages. Et on navigue comme ça entre... Alors, il y a deux plans. Après, on sait pas s'il y a deux timelines. Mais a priori, pour moi, il y en a pas. Hein. Contrairement à toi, je pense pas qu'il y ait deux timelines. Mais c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est plusieurs plans. Et ça m'a fait penser un peu à Sucker Punch, pour ceux qui l'ont vu. Ah, et du coup, l'un des deux serait un rêve. Bah, en fait, on sait pas, parce que c'est ça, Sucker Punch aussi, qui est un peu chiant avec Zack Snyder, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé ce film parce que c'était un scénario trop simple, c'est des filles qui veulent s'échapper d'un hôpital psychiatrique avant de se faire lobotomiser. Mais qui, moi, m'aurait suffi de toute façon. Oui, non, mais même moi, au début, je l'avais pris comme ça, si j'avais pas pu, quoi, avec, et chercher un peu de réflexion sur Internet. Mais effectivement, la meuf, avant de se faire lobotomiser, elle fantasme, ou en tout cas elle rêve qu'elle se bat contre des dragons, des monstres, et donc c'est vraiment la transposition de ces bourreaux qu'elle le met en scène dans sa tête. Et mais le problème, c'est qu'arrivé à la fin, il y a énormément d'interprétations possibles. Tu sais pas si en fait elle est folle parce qu'elle est dans un hôpital psychiatrique et que en fait elle s'est fait lobotomiser et que ça l'a guérie, et tu sais pas si elle est morte. Tu sais pas s'il y a eu plusieurs personnes qui ont rêvé ou qui ont eu une hallucination collective. Et au final, il y a énormément d'interprétations où au final, bah, c'est à toi de te faire ton jugement. Et pour l'instant, Journey Beyond Heaven, tu vois, c'est comme ça. Parce que toi, tu penses qu'il y a deux timelines. Moi, je pense pas qu'il y en ait deux et que finalement, il y a une histoire qui se regroupe. Mais on peut pas savoir. Pour l'instant, on peut pas savoir. Julie, toi et Cagnard aussi, on vous a pas encore entendu dans cette émission, mais de ton côté, tu es parti sur totalement autre chose. Non pas que ce qu'on disait ne t'intéressait pas, mais pour ce manga, tu voulais mettre en avant quelque chose d'autre. C'est de la partie sexualité. Faut absolument que tu m'en dises plus, là. Oui, ben après, c'est pas une grosse surprise. C'est un thème qui est récurrent dans les shonen. C'est quand même l'éveil à la sexualité d'adolescents. Ouais, il y a toujours ça en fond, mais c'est du fond. Alors moi, je trouvais que là où on n'était pas d'accord, justement, c'est que dès le tome 1, tu vois quand même régulièrement qu'il y a cette idée de la question on va appeler ça globalement la sexualité, mais ça peut être les marques d'affection, voilà, le toucher, l'attirance, qu'elle soit sentimentale ou sexuelle, qui sont pas abordées, mais qui apparaissent par petites touches, et tu dis, bon, il va y avoir quand même une réflexion là-dessus tout au long de la série. Ouais, tu t'es sûr, toi, qu'il va y avoir une réflexion là-dessus tout au long de la série? Parce que moi, j'en vois pas plus que dans Dr. Slump ou dans Chainsaw Man, tu vois. Ah oui. C'est là, c'est en fond, c'est là. Bon, ok. Ah ouais, c'est là, comme dans beaucoup de shonen, effectivement. Ça, tu l'as dit, mais je vois pas venir la vraie réflexion. Je vois venir ça comme un petit alibi, comme un fond, quoi. Comme un fond. Ben après, par exemple, quand tu vois les personnages principaux que sont Kiruko et Maru, au début, tu sais pas quelles sont leurs relations. Ils s'apparaissent juste comme un couple dans un monde qui n'a plus de repères, qui est post-apocalyptique. Et de l'autre côté, il y a aussi un univers qui est rempli d'enfants. Donc, tu te dis, bon, il y a quand même une histoire autour de la sexualité qui est comme la première étape pour ensuite procréer, quoi. Ok, toi tu la vois vraiment un style très 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 ténu, mais après tout au long des différents chapitres, il y a toujours, tu vois, des regards en douce sur le corps de la jeune fille, et sans aller dans ce qu'on appellerait du fan service. On voit vraiment que c'est les autres persos masculins qui sont dans une position un peu voyeur de dire voilà, c'est une jeune fille qui en plus est belle, jeune, et il y a aussi des réflexions sur les relations sexuelles purement dites,
à un certain passage, une personne se méprend sur la relation entre les deux personnages principaux et il leur dit oui, à votre âge, avoir des relations sexuelles, etc. Et ils démentent parce que voilà, il n'y a pas besoin. Mais il y a toujours ce sous-entendu en fait. Moi, je les ai tout de suite imaginés déjà comme des frères et sœurs, comme des, ce qu'ils le disent très vite, qu'ils sont ni frères et sœurs, mais ouais, avec une relation plutôt co-fraternelle qu'autre chose. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment pas vu, même ces petits regards, je les voyais pas comme ça. Alors, évidemment, la chute du tome 1 font penser différemment, mais t'as d'autres exemples, ou des exemples plus précis sur des passages du tome 1 comme ça? Ben, en tout cas, pour le couple Kiruko Maru, je trouve que ça, c'est vraiment quand même assez évident parce que lui, il est très protecteur, elle est censée être son garde du corps et finalement, c'est lui qui prend plus soin d'elle, tu vois. C'est un peu paradoxal parce qu'il se place aussi dans cette idée que c'est le garçon, donc il doit prendre sur lui, être plus raisonné, etc. Et elle est plus tête brûlée. Oui, elle est clairement tête brûlée, parce qu'après, dans le tome 2, on la voit vraiment se bastonner pour de vrai, quoi. Voilà, et le truc, c'est que là où je me suis dit, tiens, c'est, tu vois, c'est bizarre, quand il y a une scène de bain, qui, en plus, comment dire, rien n'est gratuit dans ce manga, donc c'est bien amené. Ils errent pendant des jours et des jours et ils marchent dans des ruines et un jour on leur dit là-bas il y a une auberge, vous pouvez vous reposer, et donc ils se reposent, ils prennent un bain, etc. Et tu vois aussi le regard qu'elle-même elle porte sur son corps, et là où la réflexion est sur l'éveil à la sexualité, c'est parce que tu dis c'était une ado, donc elle découvre un petit peu que voilà, elle a un corps qui change, quoi, qui devient plus mature, etc. Et pareil, c'est pas vulgaire, c'est vraiment quelque chose qui se pose dans un regard très neutre. Et je trouvais que c'est pour ça que moi je me suis dit il va y avoir une réflexion là-dessus. Et de l'autre côté, dans le côté donc on va dire un peu plus high-tech, quoi. Ouais, dans l'autre temporalité qui a priori est donc plutôt dans le passé en soi, mais effectivement, ouais, dans l'autre temporalité ou l'autre monde, parce que pour certains, pour Johnny, c'est peut-être un autre monde, donc même pour Robin d'ailleurs. On va dire ça, dans l'autre monde. Même dans si l'autre timeline. Ce que c'est. Voilà, dans l'autre univers, timeline, c'est, comment dire, c'est beaucoup plus ordonné, c'est pas du tout le chaos, au contraire, mais c'est complètement aseptisé. Et au milieu de tout ça, tu as des groupes d'enfants, des espèces comme des classes, une colonie, enfin on sait pas trop. Et on voit que les enfants entre eux arrivent à un âge où ils s'interrogent, quoi. Pourquoi est-ce que je ressens quelque chose comme ça quand une telle et un tel sont proches? Pourquoi ces deux-là se tiennent tout le temps la main ou se touchent tout le temps, tu vois, et donc pour moi c'était une question qui est globale et qui va dans les deux univers. Non, moi j'y ferai plus attention parce que après c'est vrai que dans le tome 2 c'est pas un vrai spoil puisque c'est vraiment juste un petit passage au détour d'autre chose, mais dans cette autre timeline tu as deux adultes qui se disent, qui regardent les enfants et qui font mais est-ce qu'ils sont en train de se tenir la main? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui, parce qu'il y a aussi cette qu'ils ont l'air de pas censés avoir le droit. Ouais, mais ils ont pas. On dirait qu'ils sont pas censés avoir le droit de ressentir des choses. Ah, moi j'avais pas lu ça, mais comme si c'était anormal pour eux, pour ces enfants dans ce cadre-là précis. C'est plus que moi, j'ai l'impression que c'est des espèces de cobayes. On sait pas trop, et que en fait ils n'ont pas été élevés. Ils ont été élevés au sens de c'est du bétail, quoi. Enfin, un peu comme à la Promise Neverland, sauf qu'il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de maman pour les câliner, pour les tenir dans les bras, etc. Et c'est vraiment des espèces de sujets scientifiques, d'objets scientifiques plutôt. Donc on les étudie, écoute, mais on ne leur apprend pas des choses. Enfin, moi, quand je te redemanderai après pour la fin d'émission sur une ou deux théories, mais avant ça on va donner la parole à Cagnard. Depuis le début vous nous entendez parler de mangas compliqués à qualifier, à classer, de double timeline ou double histoire. Vous nous entendez parler de choses comme ça assez diffuses, mais tous ces éléments là pourraient être des défauts, mais ils font que ce manga ça serait une réussite pour toi, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, alors c'est ce qui m'a un peu
disons, perturbé et plutôt très agréablement surpris, c'est que j'ai l'impression que le mangaka, il a vraiment pris tous les risques dans son histoire. C'est-à-dire que on commence avec plusieurs groupes de personnages. Techniquement, on doit être dans la même timeline de l'histoire avec les deux groupes, mais en vrai, on ne sait pas trop. Et je trouve que c'est vraiment une prise de risque assez folle parce que il survole un petit peu plein de sujets comme ça, genre le caractère des persos, qu'est-ce qui est arrivé au monde pour qu'ils deviennent comme ça. Et en fait, il les survole. Ça donne l'impression qu'il les survole parce que tout ce qui l'intéresse, tout ce qu'il veut, c'est nous raconter son histoire. Donc, ça donne l'impression d'un mec qui est archi sûr de lui dans son histoire. Parce qu'au final, après ce tome 1, quand j'ai terminé la lecture du tome 1, je me suis dit, bon, franchement, les dessins, je les trouve pas ouf, mais ça m'a pas dérangé. Les caractères des persos, je les trouve pas ouf, mais ça m'a pas dérangé. Le background, je le trouve pas génial, c'est un truc post-apocalyptique, mais ça m'a pas dérangé. Pourquoi tout ça ne m'a pas dérangé? C'est parce qu'en fait, j'étais à fond dans l'histoire. Et au final, tous ces trucs que je pourrais, moi, donner comme des défauts, genre, t'as mis trop de personnages, on n'a pas bien compris ton univers, à quel moment ça se passait, à quel moment les persos font ses choix et compagnie, on connaît pas trop le background, en fait, il est un peu nul ton manga, tu vois, c'est un peu survolé. En fait, non. Mais tu crois pas que c'est justement ça le mystère? C'est-à-dire qu'il a envie qu'on se pose des questions sur ce background, il a envie qu'on se demande dans quel monde on est, il a envie qu'on se demande mais qui sont ces personnages et pourquoi ils font ça, et tu crois pas que c'est juste pour nous mettre du mystère? Je pense que c'est complètement voulu, mais après je trouve que c'est aussi un gros risque. Moi je vais prendre l'exemple de Promise Neverland par exemple, c'est un truc que j'ai toujours dit dès la lecture du tome 1 de Promise, c'était il faut faire attention avec ce genre de récit parce que souvent quand les enfants sortent, on est dans un monde où on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. À partir du moment où tu sors, là en fait tu peux complètement perdre ton lecteur. Je prends l'exemple aussi du film roman Le Labyrinthe. Moi j'avais adoré le 1, tu vois. Et dès qu'ils sont sortis de leur enceinte, là j'avais perdu tout intérêt parce que le mystère justement c'est qu'est-ce qu'il y a derrière les murs. Et si le mystère n'est pas à la hauteur, en fait, tu risques de perdre ton lecteur et surtout, le lecteur risque de perdre l'intérêt du mystère. Lui, il a pris une autre partie, c'est-à-dire, je vous montre ce qui se passe à l'extérieur aussi. Donc, tu vois, de ce côté-là, le mystère, il est déjà, c'est pas qu'il est déjà résolu, mais au moins, il y a moins d'attente de ce côté-là. Et si je vais résumer un petit peu mon état d'esprit, c'est que, c'est quoi le mystère qu'on cherche, en fait? Je suis même pas sûr d'avoir bien compris. Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche à savoir dans cette histoire? Je vais te répondre, je vais pas te donner une réponse, je vais te donner ma réponse. On cherche ce que moi j'ai trouvé dans ce manga en tout cas. Moi j'ai trouvé de matière à enquêter. J'ai trouvé des mystères. Je m'en fous peut-être un petit peu, mais j'ai envie de résoudre l'énigme du bouquin. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir avant les révélations. J'ai l'impression qu'il y a des indices à droite, à gauche. Oui, il y a des chances. Et ouais, il y a vraiment des chances. Et donc j'ai l'impression d'être un lecteur enquêteur. Ouais, c'est le. Et d'en savoir peut-être plus que certains personnages. Tu sais, par exemple, je reprends Promise Neverland. Le mystère qu'on avait tous, c'était qu'est-ce qu'il y a derrière, hors de l'orphelinat, tu vois. Bon, maintenant, je le sais un petit peu plus et tout. Là, dans le cas présent, on sait ce qu'il y a dehors. C'est la merde, c'est l'apocalypse. Et puis même dans l'enceinte de l'école, on va appeler ça une école. On leur dit dehors c'est la merde en fait. Donc du coup t'as aucun mystère à ce niveau-là et du coup t'as plein de mini mystères tiroirs comme tu dis où on va essayer de déterminer qui sont ces enfants, pourquoi les traits de ressemblance comme ça, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce monde parce qu'au bout d'un moment ça va quand même venir sur le tapis et surtout on est dans un récit choral et ça je trouve que c'est très étonnant pour un manga. Tu sais, le récit choral, c'est le récit où tu as plusieurs destins et ils vont finir par tous se croiser au bout d'un moment. C'est pas une narration qui est très propre au manga, qui est très simple, où tu suis normalement un personnage qui va se faire des amis. Là, on a vraiment l'impression de ce style de récit vraiment en toile d'araignée où tu sais qu'au bout, tout le monde va finir par se rencontrer. Et peut-être le gros mystère, pour moi, c'est une fois que tout ce gentil petit monde va se croiser, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va peut-être être un peu déçu, tu vois, savoir genre en fait c'était que ça, ça m'intéresse moins. Mais je pense que moi en tout cas, en tant que lecteur, je me concentre vraiment sur l'instant où tout le monde va se rencontrer. Et encore une fois, je trouve ça très original d'utiliser
d'utiliser une narration comme ça en chorale, parce que je trouve que ça ne marche pas très bien en BD normalement. Eh ben, encore une fois, lui, il prend un truc qui est pas simple, que normalement, je pense, un éditeur limite te déconseillerait d'adapter plusieurs points de vue comme ça dès un tome 1. Eh ben, il arrive à en faire un truc qui est plutôt passionnant quand même. Mais ça marche si et seulement si les personnages se recroisent ou si les deux unités de lieux et de monde ou de je ne sais quoi se rejoignent. Parce que si par exemple on rejoint certaines théories, ça pourrait n'être qu'un rêve. Ça pourrait. Ça pourrait être des réalités alternatives, ça pourrait être plein de choses. Enfin, tout est possible aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bah, ça sera un petit peu dommage. C'était qu'un rêve. Bah, d'ailleurs, tu me diras, c'est à peu près la fin du film d'horreur que je viens de voir. Et je me suis dit, c'est un peu nul quand même. On donnera pas le titre alors. Mais l'horreur, elle est peut-être aussi dans la narration, enfin dans la double narration qui, toi, te semblait presque inimaginable dans un manga pour toi, Robin. Ouais, carrément. En fait, moi, ce que je trouve surtout très intéressant, c'est que c'est une structure qui a l'air assez simple. Enfin, je veux dire, c'est un truc qu'on a déjà vu, tu vois, le truc de que ce soit sur deux timelines ou un récit découpé en deux parties, tu vois, qui se répondent l'une à l'autre. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Mais je trouve que là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, que ce soit dans la partie 1 ou la partie 2, que ce soit comme on les appelle, c'est des narrations la narration est tout le temps essentiellement à hauteur des personnages. En fait, t'as jamais, toi, d'informations en plus que, en fait, tout ce que tu le découvres à travers ce que eux ils voient, tu vois. Et ça, c'est toujours un truc qui est très utilisé. Dans le manga, ça marche très bien parce que c'est un type de narration qui permet de s'attacher vraiment au perso puisque tu vis les choses avec eux, quoi. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, comme tu comprends par les persos qu'en fait il y a un univers où en fait du coup t'as deux réalités. En fait, ça crée aussi ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Donc c'est en dramaturgie, c'est en gros justement quand le lecteur sait plus de choses que les personnages, mais sauf que ce que tu sais en plus, tu l'as su à travers d'autres persos. Donc en fait, il y a un truc vraiment qui mélange le côté attachement aux persos parce que tu vis les choses à travers eux, et en même temps le sentiment un peu grisant de lecteur omniscient par l'ironie dramatique que t'as, parce que par exemple quand t'as vu dans l'orphelinat quelque chose, et cette chose-là, toi, te fait ressentir des choses en tant que lecteur que parce que t'as vu des choses, parce que les gamins dans l'orphelinat, quand ils voient ça, ils trouvent ça bizarre, mais ça leur fait, enfin tu vois, sans plus. Mais toi, comme tu sais ce qu'il y a à l'extérieur parce que t'as suivi les autres persos, ça t'offre un truc, tu vois, tu ressens une chose différente, quoi. Oui. Et je trouve que ce mélange de justement le récit à hauteur de perso et l'ironie dramatique, qui sont normalement des choses qui sont pas compatibles, quoi, mais là il arrive à le faire parce que justement t'as ces deux timelines entre guillemets, quoi. Et ça, je trouve que c'est un truc, c'est une des grosses forces du récit, quoi. Et en même temps, alors tu sais des choses ou tu crois savoir des choses en fait. Voilà. Parce que tu peux pas en être sûr en plus. Exactement, parce que comme tu vis les choses à travers les persos, t'es toi-même un peu acteur du truc. Donc en fait, tout ce que tu imagines, c'est un peu, ça peut être un peu un truc que tu fantasmes ou une théorie, comme on disait tout à l'heure. Je pense que c'est un manga un peu à la manière de Promise aussi. C'est un manga qui donne la part belle aux théories des lecteurs. Et du coup, moi j'aime beaucoup les récits qui font beaucoup travailler les imaginaires du lecteur, parce que c'est toujours, je sais pas comment dire, plus enrichissant et plus excitant, quoi. Un truc où en fait c'est un peu à toi de c'est comme la série Lost dont on parle souvent avec Canard. C'est une série qui te faisait beaucoup théoriser des choses, quoi. Alors après, tu pouvais être déçu si les réponses n'étaient pas à la hauteur de ta théorie, mais bon, c'est... Ouais, mais peu importe. Cool, mais c'est vrai que sur Journée, ça donne envie de lire les tomes dès qu'ils sortent, quoi. Pour vite pouvoir faire des théories, vite pouvoir en parler. Parce que tu vois, là, ce que tu dis dans le tome 2, et là, personne peut lire le tome 2 à la sortie de l'émission. Mais ce que tu dis, c'est ces trucs de fou dans le tome 2, enfin, cette découverte des gamins, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense que ça pourrait être. Exactement. Moi, je me suis fait une idée, mais ça se trouve, évidemment, comme tu dis, je peux m'être trompé. Hein. Moi non plus, mais moi j'ai même enquêté plus loin. Je suis allé plus loin. Je veux dire, j'ai enquêté. J'ai relu plusieurs fois et j'ai fait attention aux détails. Parce qu'il y a des détails avec des chiffres, avec des petites infos données par-ci par-là. Enfin. Ah, il est fou, il donne vraiment envie d'enquêter, je trouve aussi ce manga, et donc de le lire effectivement dès qu'il sort, et faut surtout pas se freiner sur le dessin, mais en tout cas ouais, cette structure narrative là, c'est la clé aussi. Ah bah oui, moi clairement je pense que c'est moi c'est ce qui fait que j'adore, et puis surtout
ce côté un peu truc de théorie machin, moi j'aime bien parce que moi j'adore me tromper en fait. J'adore avoir des théories et justement faire que le récit me fasse mentir parce qu'en fait ça veut dire que le mec m'a surpris quoi. Et moi j'aime beaucoup être surpris donc du coup je trouve que là je sens le gros potentiel d'un manga qui va me surprendre quoi. Et en général si on regarde toutes les grosses séries dernièrement qui nous ont plu et qui moi m'ont plu, c'est souvent des trucs qui m'ont énormément surpris quoi. Mais je te rassure, hein, t'es pas le seul à être surpris et à aimer ça en plus. Du côté de Cagnard, toi, c'est la partie positive de la survie et de l'errance à laquelle tu ne t'attendais pas vraiment. Oui, carrément. Il y a ce côté, il y a ce côté où, tu sais, un univers post-apocalyptique, c'est simple, ça a déjà été plusieurs fois utilisé en manga. Typiquement comme Promised Neverland, où je peux prendre Fire Punch aussi, où tout est sombre. Les gens sont devenus, les humains sont devenus des animaux pour pouvoir survivre. Là, il y a un côté guiré. Il y a vraiment un petit côté guiré de, effectivement, c'est l'apocalypse, mais le ton est léger. Les personnages font des blagues. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des scènes très dramatiques. Je pense à la femme qui tient l'auberge, par exemple, où d'un coup d'un seul, tu vois, hop, on vire sur un truc un petit peu gore violent. Mais n'empêche que 2 pages après, tu vas les retrouver un petit peu à sortir des blagounettes, et je trouve que ça aussi, pour un titre survivaliste, on va dire, en fait, ça te donne limite envie de rester dans cet univers-là. Ce qui n'est absolument pas le cas tu sais, quand tu prends un Mad Max, quand tu prends un Fire Punch, le monde est devenu dingue. L'humain est devenu dingue aussi. Alors que là, il y a un petit côté de, on sent que c'est dingue, mais en même temps, il y a de l'entraide. Il y a beaucoup d'entraide, dans ce tome, en tout cas, on voit qu'il y a de l'entraide et on n'est pas sur la Fury Road, quoi. Tu vois, les gens continuent un petit peu à céder. Je trouve que ça rapporte un ton très original, on va dire, pour un titre survivaliste. Et je prenais par exemple l'exemple de Promised Neverland, qui n'est pas sombre non plus, tu vois. Promise, c'est un shonen. Là, il a une espèce d'humour beaucoup plus léger, pas de l'humour gag. En fait, ça me fait un petit peu penser, j'avais parlé de ce titre pendant cette année chez Kana, qui s'appelle Walking Cat, qui vient de terminer, c'est en 3 tomes, et c'était un manga survivaliste zombie, et t'avais un petit peu ce même genre d'ambiance où tu sens que c'est adulte, c'est léger, c'est un peu contemplatif, et en même temps, t'arrives à presque avoir envie de rejoindre cet univers, tu vois. Mais pour moi, les gens sont pas si horribles que ça. Pour moi, figure-toi que c'est vraiment le chaînon manquant entre Promised Neverland et Fire Punch. Et de toute façon, dans l'équipe, quels ont été les références manga cités? Promised Neverland et Fire Punch. Je crois que c'est assez clair pour tout le monde, en tout cas. Oui, en plus, c'est les 2 derniers titres survivalistes qu'on connaît très bien. C'est vrai que j'en ai pas spécialement d'autres en tête. Et surtout, comme l'histoire, en fait, les récits survivalistes, c'est très facile de tomber dans la caricature, de tomber dans le gore pour du gore ou autre. Et c'est vrai que là, en fait, c'est un manga qui est équilibré de A à Z, que ce soit au niveau du dessin. Tu vois, je reviens encore sur le dessin, mais il y avait ce truc avec un trait trop détaillé, trop dur. Ce ton, il aurait été plus dur à capter, tu vois. Là, le dessin est un peu plat, tu vois. Moi, je le trouve pas ouf, quoi. Il est un peu plat, il me dérange pas pour autant. Mais il apporte une espèce de douceur un petit peu au titre, tu vois, et à l'univers du manga. Ça a été dit et ça sera redit dans l'émission, mais effectivement, l'auteur vient du gag manga, ce qui doit aider aussi. Enfin, ça doit aider oui. D'un côté, et de l'autre, ça handicape puisqu'il n'a pas le trait de Miura, par exemple. Non, mais c'est pas grave. Voilà, ça marche. C'est pas grave, tu termines et tu te dis de toute façon, j'ai l'impression que, surtout s'il vient du gag manga, en plus, comme tu dis, je pense qu'il y a un côté très efficace qui se doit de faire, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que c'est un manga qui va un peu straight to the point, mais sans te dire quel est le point, tu vois. Donc, pas trop de fioritures sur le caractère des persos, enfin, ce que je disais tout à l'heure, quoi. Si c'est du gag manga en 4 cases qu'il faisait, effectivement, il doit avoir un côté très efficace, tu vois. On avance, et même l'humour, il n'utilise pas l'humour habituel des mangas qui sont souvent des running gags, tu sais, le perso qui se mange un coco sur la tête parce qu'il a épié des filles à moitié nues, tu vois. Là, c'est plus de l'humour diffus, c'est plus l'humour d'une vanne ou un truc comme ça, et c'est vrai que ça donne un ton très particulier à ce titre. Avant de conclure cette émission et de donner une ou deux théories, on va laisser la parole à Julie qui a repéré quelque chose que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est qu'ici et là, dans ce manga,
tu as vu divers éléments issus d'une mythologie japonaise. C'est pas. Alors, encore une fois, c'est très diffus parce que c'est le mot Hiruko qui m'a fait tilter. C'est-à-dire c'est un mot qu'on entend assez peu, enfin, même si ça a été repris déjà dans d'autres personnes manga, notamment Naruto. Mais c'est il y a un monstre, un moment qui apparaît, qui est une espèce de chimère assez étrange, un mélange de plusieurs espèces, etc., qui en plus dévore les humains. Et en fait, Hiruko, ça rappelle aussi un kami, donc un dieu de la mythologie japonaise. Parce que donc dans la mythologie japonaise, les premiers dieux, ceux qui sont présentés comme souvent les premiers dieux, c'est Izanami, donc la déesse, le côté féminin, et Izanagi, qui est le côté masculin. Et ils ont donc été missionnés pour créer un monde. Donc ils étaient dans le ciel, ils sont arrivés sur Terre, et en fait ils ont agité une lance céleste et qui en déposant des espèces de gouttes a formé des îlots qui sont ensuite devenus le Japon. Donc ça c'est la légende de base. Et la suite de l'histoire, c'est que Izanami et Izanagi ont formé un couple et ils ont eu des enfants. Sauf que il y a eu 2 premiers enfants qui étaient des enfants ratés parce qu'ils n'ont pas respecté le rituel donc qui pourrait être les prémices du mariage, quoi. Et ces enfants monstres qui n'avaient pas de structure, qui étaient des espèces d'amas de chair, ont été abandonnés ensuite à la mer. Ils sont donc le garçon, enfin l'enfant masculin, c'est Hiruko. D'accord. Et c'est ce qu'on trouve donc dans les écrits qui parlent des légendes, donc le Kojiki ou le Nihon Shoki. Donc ils sont des écrits qui datent des années 700 à 710, quoi. Et donc c'est vraiment très 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 ancien comme référence. Et donc Hiruko, même l'étymologie, ça veut dire enfant sensu. Donc c'est une histoire de quelque chose qui est monstrueux, qui est infirme et qui est pas reconnu comme, du coup, il n'a pas été reconnu comme kami. C'est une sorte de brouillon de Dieu, quoi, tu vois. Et donc, alors que ça, c'est plutôt le côté, donc, dans le Kojiki, donc c'est des chroniques japonaises, enfin, des faits anciens, si on respecte la traduction littérale, alors que dans le Nihon Shoki, donc, il y a le recueil des chroniques japonaises, c'est une divinité qui aurait été abandonnée après. C'était une divinité du soleil, donc, tu vois, quelque chose qui est un peu plus positif, mais qui a été ensuite oublié parce qu'il y a eu le culte de Amaterasu, la grande déesse du soleil, qui est arrivé juste après et qui a bien surplombé, quoi. Donc entre ces monstres dont les noms viennent de la mythologie japonaise et le titre même du manga en France, Journey Beyond Heaven, et donc cette recherche du paradis, on est totalement liés là, on est bon. Bah oui, parce que et moi je lis les 2 thèmes, tu vois, dont je t'ai parlé, le côté sexualité et le côté mythologique, parce que c'est lié. Le fait qu'il y a un couple, on ne sait pas, parce qu'au début Izanami et Izanagi, finalement c'est un couple incestueux. C'est juste, ce sont les premiers kami sexués de l'histoire du Japon. Avant, il y avait d'autres divinités beaucoup plus anciennes qui, comme dans les mythologies grecques ou romaines, n'étaient pas vraiment sexués, comme les titans, tu vois. Et après, il y a eu d'autres générations de dieux qui, là, étaient sexués et qui ont ensuite engendré des enfants, plusieurs générations d'enfants, qui ont constitué des panthéons et des croyances, etc. Et là, pour moi, oui, les 2 sont liés parce que, comme je te disais au début, t'as un couple et d'un autre côté, t'as beaucoup d'enfants. Donc, c'est un peu la question qui revient. Sachant qu'en plus, un des noms qui fait référence vraiment à quelque chose de divin est lié à une monstruosité. Et alors sachant qu'on est dans ce qui ressemble à une quête initiatique, malgré tout, même si c'est pas un shonen, on est malgré tout dans un récit qui ressemble aussi à une quête initiatique pour les 2 personnages principaux de la timeline post-apocalyptique. Oui, et donc, mythologie et quête initiatique, en général, ça va de pair. Ah oui, complètement. Et puis, il y a le côté aussi, le dernier tome aussi qui m'a fait penser à la mythologie, c'était la gémellité, qui finalement est peut-être abordée,
Moi, j'ai vu 2 indices dans le tome 1. Il y a le fait que Malou cherche quelqu'un qui ait le même visage que lui. Et qu'on dise aussi à un des autres enfants que quelqu'un qui ressemble à toi viendra peut-être un jour. Et sur un dessin, au détour d'une case, tu vois cette idée de la gémellité. Tu vois 2 enfants dans un œuf. Enfin, je sais pas. Ouais, peut-être. Non, peut-être. Moi, le truc qui me fait me dire que je sais pas si on va vraiment on va lier les 2 timelines ou les deux parties de récit, c'est que les 2 sont pas dans la même au même moment a priori. Oui, voilà. Après, c'est ça. Est-ce que ça va se ouais, que c'est tout ça, c'est des fausses pistes. Puis on va justement découvrir d'autres choses, quoi. Justement, avant de passer à autre chose, je voulais te demander si tu avais toi aussi une théorie sur ce qu'est ce monde, ou une théorie, un truc un peu précis, où tu peux te lancer en disant à mon avis ça va être ça. Pas vraiment, mais après, comme disait Johnny, bon bah voilà, clairement t'as 2 univers. Toi tu m'as dit il y a une timeline, c'est juste qu'il y a un truc qui est avant l'autre. Peut-être que, tu vois, moi, l'idée, c'est qu'il y a eu une expérience et que ça a foiré. Et que quelques années après, ils voient un peu les résultats de ce qui a mal tourné, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi sur cette théorie. Je suis aussi partant là-dessus. Ouais. Attention, les savants fous, vous faites n'importe quoi. C'est ça. Robin, à ton tour, est-ce que toi aussi, tu as une petite théorie ? J'ai pas poussé le truc vraiment comme toi à aller faire des grosses analyses. Moi, comme ça, mais c'est vraiment un truc, je me dis, j'y pense, mais en même temps, j'y pense pas. Mais c'est que je me demande si c'est pas un truc avec des réalités parallèles. Je pense pas que ce soit un truc passé-présent, je sais pas en fait. Moi, j'ai plus l'impression que c'est des réalités parallèles et où en fait... et qui sont pas dans le même monde, quoi. Non, ouais. Ok. Mais c'est comme ça. Mais après, je suis pas du tout sûr de ça. C'est une idée que je me suis fait comme ça. Alors que moi, je suis persuadé qu'ils sont dans le Japon contemporain. Enfin, dans le Japon contemporain. Dans le Japon de notre réalité, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Bon bah écoute, on verra. On verra. On va peut-être tenir les paris pour ça. Cagnard, c'est à toi. Une petite théorie. Alors c'est un peu difficile là, juste avec le tome 1, mais disons qu'avec les quelques éléments que j'ai retrouvés, moi je repars du principe du récit choral. Je pense qu'on est tout simplement sur une histoire de clone, mais le problème c'est que juste le clonage ne suffit pas à donner une théorie. Je sais pas pourquoi on aurait cloné ces personnages-là, tu vois, et pourquoi on les maintient dans cet univers-là s'ils sont encore vivants en fait. Il y en aurait pas besoin, tu vois. Si jamais le héros était porteur du vaccin, on va dire, d'un vaccin, tu vois, ou d'un truc comme ça, bah oui, mais il est déjà dans cette réalité, a priori. Du coup, moi, je pars sur une bête histoire de clone pour le moment, mais tu vois, ma théorie n'est même pas très fouillée parce que, ben, je sais pas ce qu'il veut qu'on sache. Mais ça marche très bien aussi, hein, la théorie des clones, ça marche, ça a marché pour Star Wars, donc t'inquiète pas. Bah, je pensais à ce film The Island, tout court. Ouais. Où il y avait cette histoire de clone, ça me fait un petit peu penser à ça, tu vois, des persos qui évoluent en vase clos à un endroit, mais parce qu'en fait, dans la réalité, on a besoin de leur organe ou un truc comme ça. Donc, ça sera sûrement quelque chose de moins gore, là, je pense. Mais ça m'a fait un peu penser à Island. Je crois que c'est The Island ou Island, je sais plus. Ouais, c'est ça, The Island de Michael Bay avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Johnny, toi qui as lu 2 tomes sans rien nous dévoiler, est-ce que tu as quand même une théorie un peu plus précise ? Bah, tu penses que c'est vraiment un rêve ? Tu pourrais penser que c'est un rêve, qu'une des 2 parties de la narration est un rêve ? Ouais, pour moi, c'est soit une des 2 parties de la narration est un rêve, soit bah, c'est ta supposition à toi, mais du coup, si c'est ça me ferait trop penser à la saison 1 de Westworld. Du coup, ça me ferait chier, honnêtement. Donc, je préférerais ma supposition à moi, qu'il y a quelqu'un qui rêve ou quelqu'un... Et alors que, ça se trouve, c'est pas ça du tout, parce que tu le vois quand même dans le tome 2, il y a des révélations sur un des personnages. Tu te dis, bon, ça reste plausible, mais le problème, c'est ce que le mec a dessiné, tu vois. Dans le tome 1, au tout début, il y en a un qui dessine un monstre, et c'est ça qui me fait dire, il y a un truc chelou là-dessus. Ok, on note. Au tout dans le premier chapitre, hein, tu parles. Ouais. Au tout début, il y a un blondinet qui offre un dessin à Coucou là,
Et ce dessin, forcément, on va le revoir plus tard. On le voit pas d'ailleurs dans le tome 1, on le voit au tout début du tome 2. On se doute que ça va être ça de toute façon tôt ou tard, mais finalement on le voit au tout début du tome 2. Sans spoil, hein, c'est pas très grave ce que je dis, c'est pas une grosse révélation. Mais pour moi, c'est l'indice principal qui fait que il y a un truc pas clair entre les enfants du centre et le monde post-apocalyptique d'à côté. Parfait, merci beaucoup Johnny. Attends, je voulais faire une conclusion. Ah bah vas-y, alors écoute, je t'offre, fais une conclusion, n'hésite pas. Avec tout ce que j'ai dit. Je t'en prie. Moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est un manga qui nous surprend. Et un manga comme ça, c'est toujours appréciable, car moi, la surprise, ça veut dire originalité. Et c'est ce que je cherche surtout sur un manga. Après, il faut pas croire, bien sûr, que c'est un plagiat de Promise Neverland avec les débuts. Honnêtement, il s'est bien foutu notre gueule en mettant l'examen du début, justement pour nous faire dire « Oh, regardez, c'est Promise ». Mais non, c'est pas du tout Promise. Et en tout cas, c'est assez bluffant. Et même si je sais pas ce que j'ai lu, j'attends le tome 3 parce que je voudrais bien avoir les réponses à mes questions. Eh bien, il faudra attendre le mois d'avril. Et pour ceux qui seraient rebutés par le dessin comme moi qui l'ai été sur les 3 premières pages, franchement, ça s'améliore par la suite. Parce qu'au début, je me suis demandé, mais qu'est-ce que vous voulez me faire lire? C'est un dessin de gamin. Et j'ai pas aimé. Toi, Promise Neverland, je trouve que c'est différent. C'est un dessin un peu enfantin, mais plus léché de mon point de vue. Mais tu sais que ce mangaka fait du gag manga à côté, hein. Bah, ça m'étonne pas. Franchement, tu regardes la tête de ces personnages de ces toutes premières pages, j'ai fait, c'est quoi ce truc? J'ai pas envie de lire ça, quoi. Honnêtement, après 20-30 pages, c'est bon, il s'améliore, mais au début, c'était chaud, hein. Pour moi, j'avais pas du tout envie de lire, hein. Je suis désolé, mais voilà. C'est vrai que je le dis. Mais sauf que maintenant, t'attends le tome 3. Ah oui, maintenant, je veux voir. Journey Beyond Heaven, le tome 1 est déjà disponible, le tome 2 sort en janvier, le tome 3 sort au mois d'avril, nous en sommes déjà à 4 tomes au Japon. Je pense qu'on va vous reparler de ce manga, hein, qui en plus a été multiprimé au Japon, ça on l'a même pas dit, mais il en reste des choses à dire sur ce titre, Journey Beyond Heaven. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, hashtag 5DC, la 5ème de couve sur tous les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés dans cette émission semi-téléphonique et donc semi-téléphonée. Merci Joe. Merci Robin. Eh ben, merci à toi. Merci Julie. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Salut. Merci Cagnard. Merci à toi. À bientôt. Et salut. Ciao. Salut. Allez, salut. Salut aux auditeurs.